Qui es-tu, Abdel? Que fais-tu? Que faisais-tu aussi avant la crypto? Quel est un petit peu ton parcours? Ouais. Donc moi c'est Abdel. Du coup, avant la crypto, je travaillais dans le domaine du paiement toujours, mais vraiment bancaire, classique on va dire. Je travaillais pendant 8 ans dans une fintech, une startup. Et en fait, le cœur de métier de cette entreprise, c'était le paiement sans contact sur téléphone en utilisant la technologie NFC. Donc c'était vraiment au tout début du paiement sans contact, avant même qu'il y ait les standards de Visa et Mastercard qui permettent de faire ça. Donc typiquement en client, on avait le crédit agricole, le crédit mutuel. Donc je travaillais sur le développement de ces solutions de paiement sans contact. Donc c'était super intéressant. Donc j'aime bien dire parfois que avant de combattre les banques, je bossais pour elles, entre guillemets. Mais ça m'a vraiment beaucoup appris. Donc bon, historiquement, moi je viens d'un cursus justement dans mon école d'ingénieur où j'avais fait une spécialité dans la monétique. Donc la monétique, c'est toute l'étude des systèmes bancaires, les schémas de paiement, l'étude ce qu'on appelle les réseaux cartes bancaires comme Visa, Mastercard, etc. Donc c'était vraiment ma spécialité. Et aussi toute la partie cryptographique qu'il y a derrière, donc justement comment sécuriser les paiements via une carte bancaire, ce genre de choses. Donc c'était vraiment très très intéressant. J'ai travaillé pendant plusieurs années du coup dans ce domaine-là. Et à un moment donné, quand je suis arrivé dans ma découverte un petit peu d'écosystème blockchain et compagnie, ça a très vite percuté chez moi. Au début, vers 2011-2012, j'ai commencé à faire joujou un petit peu avec Bitcoin, etc. Plus d'un point de vue tech, s'amuser, voilà, lancer des nœuds, découvrir un petit peu ce qu'il y avait dans le code et tout. Après, bon, j'ai fait un petit peu joujou, mais c'est vraiment la découverte d'Ethereum que le gros déclencheur a opéré. Donc en 2015, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un peu entre guillemets de la faute de mon CTO de l'époque dans cette boîte dont je parlais, qui a fait l'erreur de m'emmener à une conférence dans laquelle Dommage pour lui. Ouais, exactement, dans laquelle il était question de Ethereum. C'est avant son lancement, d'accord, une présentation de Stephen Tual qui était impliqué très tôt dans le projet Ethereum et qui expliquait justement la vision d'Ethereum, le World Computer, etc. Et vraiment, ça a été le trigger. C'était la révélation. Je suis ressorti de cette conférence. Pour la petite histoire, quand je suis revenu, j'ai bassiné mes collègues avec ça. Vraiment, je les ai harcelés, etc. Sauf qu'ils ont été plus malins que moi. Ils ont direct vu l'aspect aussi spéculatif et potentiel investissement. Là où moi, j'étais vraiment dans les papers, la tech et tout. Eux, ils ont fait ça, mais en plus, ils ont aussi investi très tôt. Ils ont dû refaire l'ICO. Enfin, on va mettre de l'argent exactement. dans tout ça. Alors que moi, j'étais vraiment complètement à côté de tout ça. C'est con, hein, parce que si mon instinct et que je m'intéresse à cette partie-là, ça serait différent aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'ai pas de regrets. Je suis très content pour mes collègues de l'époque. Et du coup, c'était vraiment la grosse révélation. Et j'avais qu'une idée en tête, c'était travailler dans cet écosystème. Mais comme j'étais attaché à cette boîte, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de les convaincre. Parce que comme je t'ai dit, on travaillait avec des banques, etc. À l'époque, personne dans le Web3 avait des connexions dans le domaine bancaire, etc. C'était deux mondes qui étaient très opposés, si tu veux. Et je me disais, putain, il y a quelque chose à faire, tu vois. Nous, on est déjà connectés aux banques, on a l'expertise métier. Ouais, exactement. On a l'expertise métier, etc. Il y a peut-être un truc à faire, tu vois. On a fait quelques petites expérimentations, mais je sentais qu'ils y croyaient pas, tu vois. Pour eux, c'était une bulle spéculative et ça allait pas durer. Moi, c'était pas le cas. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, j'abandonne, je vais me lancer. C'est compréhensible, hein, parce que c'était beaucoup plus tôt que les premiers gros catalyseurs, je dirais, ou en tout cas les signaux forts des personnes, par exemple, assez connues qui embrace, qui vouch, qui valident en fait cette approche, etc. Donc, c'est vrai que genre c'est toujours facile de dire j'aurais aimé acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum à ce prix-là, ou le connaître en tout cas à ce prix-là, mais même en connaissant ces cryptos ou ces technologies à cette époque-là, en acheter c'est quelque chose, les garder c'est autre chose. Exactement. Et moi, tu sais, donc, justement, un de ses collègues qui a acheté très tôt, quand je lui ai dit, à chaque fois, il a traversé 3 cycles bull run bear market. À chaque fois, je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais? Vends, récupère une partie et tout. Et à chaque fois, il avait la foi et gardait. Donc, en vrai, il mérite. Hein. C'est vrai que moi, je dirais jamais de quelqu'un, oui, il a eu de la chance, etc. Non, pour les holds à l'époque, surtout, fallait y croire. Hein, fallait avoir la foi. Ou les perdre. Ouais, exactement. Ouais, donc, ils ont du mérite, ces gens qui ont gardé jusque-là et qui ont fait confiance à leurs convictions. Donc voilà. Mais après, du coup, j'ai décidé de quitter cette boîte et c'est là où j'ai rejoint Consensus. Et là, je suis full-time dans cet écosystème depuis. Et c'était facile de rejoindre Consensus, par exemple? Enfin, à quel point c'était difficile? Est-ce que ça a été la solution, ou en tout cas la boîte qui s'est proposée à toi et enfin, ça a été directement le coup de foudre, ou est-ce que tu avais peut-être d'autres boîtes en tête à ce moment-là? Comment ça s'est passé, tu vois? Ouais, à l'époque, il n'y avait pas encore énormément d'entreprises, de grosses entreprises qui étaient dans le domaine.
le processus de recrutement était dur, il était assez drastique, il y avait beaucoup d'épreuves et très sélectives, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc il y avait grosso modo Consensus à l'époque et je crois de mémoire peut-être Argent et Open Zeppelin. À l'époque, c'était vraiment les trois que j'avais regardé, etc. Et du coup, ouais, non, j'étais parti sur le processus avec Consensus. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les anciens collègues qui étaient avec moi dans la boîte de paiement, on est 5 à être partis à peu près à la même période et on a réussi à passer les 5 le process pour entrer dans le Consensus. Donc ça a fait très mal à la boîte précédente. Peut-être qu'à ce moment-là, ils ont compris quelque chose. Ouais. Donc, ok. Ouais. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Et du coup, tu t'arrives à Consensus. Je suppose que c'est le moment où t'as vraiment la foi dans Ethereum. Ou en tout cas, c'est le moment où peut-être que t'es le plus Ethereum maxi ou pas du tout. Enfin, comment ta conviction a évolué et qu'est-ce qui a fait aussi qu'à un moment t'es parti de Consensus tout simplement? Ouais. Donc ouais, à ce moment-là, j'étais vraiment très fortement convaincu par Ethereum, etc. J'ai travaillé pendant 3 ans et demi à peu près à Consensus en tant que Ethereum Core Dev. Donc ça veut dire travailler vraiment au cœur du protocole. Donc Consensus développe l'un des clients Ethereum qui tourne sur le mainnet. J'ai connu plusieurs phases. Donc d'un point de vue technique, j'ai vraiment énormément appris et c'est là aussi que j'ai un petit peu décollé dans ma carrière, surtout sur le travail sur le IP 1559. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être ce qu'on appelle le champion de cette EIP. Le champion, c'est la personne qui est vraiment en charge de la pousser juste pour aller jusqu'au mainnet. C'est le responsable. Ouais, entre guillemets, c'est un peu ça. Coordonner le travail entre toutes les équipes, s'assurer que on avance, qu'on fait des tests, etc. Et c'était vraiment extrêmement formateur pour moi. J'ai pu voir aussi l'envers du décor, un petit peu la gouvernance d'un protocole décentralisé et à quel point c'est compliqué. Surtout cette EIP-là qui était vachement problématique et controversée parce que elle faisait très mal aux mineurs à l'époque parce qu'elle réduisait drastiquement les fees des mineurs. Et donc je voyais les pools de minage qui étaient vachement opposés à cette EIP, qui ont fait des initiatives de lobbying pour détruire cette EIP. Et moi, il y a un truc que j'ai compris que là. Est-ce qu'on a essayé de te corrompre? Parce que c'est une réalité humaine, tu vois, on parle de décentralisation, de fondation, etc. Est-ce qu'on a essayé de t'influencer très fortement dans un sens à un moment? Je pense qu'il y a des choses comme ça qui existent, ouais. Il y a des choses comme ça qui existent. Moi, personnellement, je l'ai pas fortement vécu, pour être honnête. J'ai vu 2-3 petites tentatives, mais pas très méchantes. Je dirais pas que c'est des tentatives de corruption, mais essayer d'influencer dans une direction ou une autre, etc. Mais ça existe, ouais. Il y a forcément des travers, des gens qui essayent de tirer parti du fait que ce soit décentralisé et qu'il n'y a pas un organisme responsable de décider. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé à l'époque et que j'avais mis du temps à comprendre, c'est que moi, naturellement, je me disais, mais je comprends pas pourquoi ces pools de minage, ils sont opposés à ça, parce que, en fait, d'un point de vue, politique monétaire de Ethereum, je ne voyais que ça d'un mode, ça leur renforce avec l'aspect déflationnaire, etc. Je me dis, mais en fait, pourquoi ils sont opposés à ça? Mais en fait, c'est juste que c'est évident, c'est juste que eux, ils n'ont pas des projections de long terme, ils ont des coûts opérationnels, donc en fait, ils dumpent très régulièrement. Donc en fait, ils s'en foutent que long terme, ça soit intéressant, les PK59. Eux, ce qu'ils voient, c'est que ça réduit considérablement ce qui arrive dans leur poche. Voilà, donc, mais ça met du temps parce que je persécute ça et que je me dis là, et c'est là que j'ai compris que les intérêts des différentes parties dans un protocole décentralisé sont pas du tout les mêmes. Il faut arriver à jongler avec tout ça. Et c'était super intéressant de voir la partie gouvernance au travers le prisme de cette EIP, très controversée. En soi, les mineurs, je pense que ils essayent de hold quand ils peuvent hold, mais quand tu fais face à des coûts, des salariés, de l'électricité, des machines, etc., t'es obligé de retomber sur tes pattes assez rapidement et donc de vendre en fait dans la plupart des cas. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que eux, ils ont je pense qu'ils sont évidemment convaincus. C'est pour ça aussi qu'ils sont dans cet écosystème, mais peut-être un peu moins qu'un investisseur qui a pas forcément des coûts structurels qui font que, etc. Mais c'est ça un peu la beauté aussi de ce qu'on essaie de construire, parce qu'on doit construire un système dans lequel ça ne suppose pas que tout le monde soit convaincu long terme. En fait, il faut que le système puisse marcher, même s'il y a des gens qui sont là pour du short terme, s'il y a des mercenaires, qu'il y a des gens qui sont contre. Il faut qu'on arrive à faire un système qui marche dans tous les cas. C'est ça la beauté de ce truc. Ouais. Et du coup, tout se passe bien à Consensus. T'étais le champion de cette EIP, ce qui a mis, je suppose, pas mal de lumière sur toi. C'est quoi l'après? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, est-ce que t'es parti assez rapidement de Consensus ou est-ce que tu y es resté? Est-ce que c'est le moment où t'as eu un intérêt aussi pour
le Cosmos Hub et tout ce qui se passait dans cet environnement? Ouais, exactement. Donc ça s'est goupillé à peu près à la même période. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je sortais de quasiment 2 ans de travail presque sur cette. Donc j'étais dans un mode où j'avais la fausse impression, parce que ça je l'ai compris plus tard, que j'avais fait le tour d'Ethereum. Mais c'était réellement une fausse impression. Mais à ce moment-là, tu sais, j'étais la tête dans le guidon, presque 2 ans de travail sur le mail, la même chose pour la pousser, un peu éreinté, un peu épuisé, etc. Et en parallèle de ça, je commençais à voir la narrative un peu modulaire, interopérabilité, etc. du Cosmos se développer et qui m'intriguait un peu. Donc l'un dans l'autre, je me suis dit, c'est peut-être un tournant dans ma carrière et peut-être qu'il faut que j'aille explorer autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter Consensus et j'ai rejoint un petit peu l'écosystème Cosmos. Donc les débuts étaient super intéressants. D'un point de vue tech, j'étais très content. Je commençais vraiment à bien accrocher à cette narrative de interopérabilité, un monde multi-chain interconnecté entre elles, ce genre de choses. La partie technique du Cosmos SDK qui permet de créer ta propre chaîne et tout ça, je trouvais ça super intéressant. Plus tard, après, j'ai eu une phase un peu désillusion qui m'a ramené à mes roots, à mes racines Ethereum. Mais si tu veux, je pourrais détailler un peu les raisons de cette désillusion. Mais ouais, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter Consensus pour rejoindre un peu l'écosystème Cosmos et creuser un peu plus cette narrative d'interopérabilité multi-chain. Je voulais parler de cette désillusion aussi et que tu reviennes dessus, mais juste avant, je me demandais s'il y avait pas justement des moments où tu t'étais remis en question ou même tu avais des doutes dans l'écosystème au global. C'est pas forcément juste un écosystème, mais genre pourquoi je fais ça, pourquoi je travaille ici, est-ce que ça a du sens, ces choses-là. Donc j'ai eu 2 fois cette grosse phase de questionnement, presque doute, etc. sur l'écosystème dans son ensemble. Une phase qui est très récente, qui est vraiment genre très très récente, avec cette course, ce cercle vicieux de un peu les travers du airdrop farming et ce genre de choses et les impacts que ça a sur des projets et des gens qu'il y a derrière. En fait, le fait qu'on déshumanise un peu tout, que tout devient un système de points, et littéralement, sans mauvais jeu de mots, puisque la narrative un petit peu des points aujourd'hui, qui est un petit peu quelque chose dont les projets choses servent pour attirer des gens, etc. Mais en fait, si tu veux, j'ai envie d'exprimer un petit peu mon point de vue là-dessus, parce que je pense que souvent c'est mal compris. Je ne juge absolument pas les gens qui font du airdrop farming, etc. C'est une partie que je respecte totalement. Il y a des gens pour qui ça peut être life changer, ça peut changer leur vie dans le bon sens du terme, etc. Donc je ne jetterai jamais la pierre à ces gens-là, etc. C'est plus que je regrette un petit peu que à cause de ça, et aussi parce que de l'autre côté, c'est pareil, c'est qu'il y a les projets qui jouent aussi beaucoup dessus, et que ça devient un petit peu une arme marketing, etc. pour amener du monde. Donc c'est un petit peu ce côté cercle vicieux qui nous fait passer à côté un peu de la big picture, de la mission globale, etc. J'aimerais qu'on arrive à trouver un juste milieu entre, effectivement, c'est aussi beau d'avoir des belles histoires de gens qui, grâce à ça, ils partent de rien et puis ils arrivent à s'en sortir et changer leur vie, etc. J'aime bien aussi ce côté-là de dire que le Web3, c'est un petit peu la promesse d'avoir une meilleure égalité, accès aux opportunités, aux chances et tout. Mais je pense qu'il y a trop de dérives et j'ai eu un exemple marquant récemment avec l'annonce du CEO de Starkware qui a dû quitter son poste pour des raisons de santé familiale, etc. C'est un moment qui était très dur pour nous et pour moi personnellement, je suis très proche de lui et c'était vraiment dur. Et quand j'ai vu qu'il a eu le courage d'annoncer ça publiquement, j'ai trouvé qu'il avait fait d'une manière très brave. Et quand j'ai vu des commentaires un peu vraiment inhumains de gens qui en avaient vraiment rien à faire de son annonce et qui oubliaient complètement que c'est un humain derrière qui a des problèmes avec sa famille, qui prend une décision courageuse de quitter la boîte dans laquelle qu'il a battu depuis 6 ans, et les gens qui disaient par exemple des gens qui disaient tant mieux, casse-toi, comme ça vous allez sortir le token plus vite ou des choses comme ça. Ça m'a fait un peu perdre le contrôle et un peu me dire mais attends, ça te fait tilter, hein. Tout ça, tu vois. Ouais, ça fait tilter. En vrai, j'ai tilté. J'ai vraiment tilté. Après, j'ai utilisé des mauvais mots. J'ai utilisé un mot qui est devenu un mème maintenant, c'est le fameux IBEGA, qui veut dire mendiant électronique. En plus, le pire, c'est que les gens me donnent le crédit de ce mot-là, mais c'est même pas moi qui l'ai inventé, c'est Togrul de Stroll qui l'avait utilisé, mais enfin bref, c'est devenu un mème. Après, il y a des gens qui ont créé un meme coin sur Stacknet, c'était le token le plus tradé, enfin c'est devenu un vrai mème maintenant. Mais du coup, c'était allé assez loin, je recevais vraiment des insultes, des menaces, ça a été beaucoup trop loin. Après, je me suis excusé auprès d'une partie de la communauté qui s'est sentie insultée par ce mot parce que je voulais vraiment faire comprendre que je visais pas la communauté d'utilisateurs dans son ensemble et de manière générale les gens qui faisaient du airdrop farming, mais plutôt les gens inhumains qui, au travers de ça, oublient complètement qu'il y a des humains qui travaillent derrière. Et par exemple, en vrai, j'aime pas, dans le cas de Starkware, tu vois,
c'est une boîte, ça fait 6 ans qu'elle existe littéralement. Si tu veux, si elle avait choisi le chemin facile, le token, ça fait belle lurette qu'elle l'aurait lancé. Il y en a qui ont pris ce chemin. Mais quand tu as un projet qui prend 6 ans et qui se décide enfin à préparer le lancement de son token, etc., j'estime qu'il faut un minimum de respect pour les gens qui sont pas là pour faire un cash grab et qu'il faut un petit peu laisser le temps au temps. Parce que sinon, on va juste encourager et récompenser les projets qui sont là. Et là, pour être honnête, même parmi les L2, on commence à en voir certains qui sont des projets plus court-termistes et ça devient évident. Des projets qui recourent à des techniques un peu shady comme Blast, Mantle et compagnie qui sont en train de jouer sur de la course au yield, etc., qui surrush. C'est des projets qui n'existent même pas. Pour Blast, c'est juste un smart contract multisig, il n'y a rien derrière, même pas de tech. Ils promettent des yields indécents, les gens bloquent leur fonds dedans. En fait, c'est un peu vicieux. C'est ça que je déplore. Je me dis, merde, pourquoi on fait tout ça si en plus les gens récompensent plus les projets qui sont là juste pour du gain court terme et oublient qu'il y a des gens que ça fait 6 ans qu'ils travaillent. C'est un peu ça qui m'a fait un peu tirer. Ouais, en vrai, c'est un peu terrible. Enfin, ce qui est appréciable, je pense, dans un sens, c'est que ça peut mettre genre la lumière sur certaines techs qui auraient peut-être pas eu la lumière autrement. Et je pense que ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en tant que projet, c'est aussi un moyen de capter une attention sur des innovations que tu peux apporter. Mais je trouve que quand le discours est trop basé, ou en tout cas centré autour de ces récompenses court-termistes, pour moi, ça en devient un red flag. Mais le problème, c'est que l'écosystème est ce qu'il est et qu'on a beaucoup de spéculateurs et que tu es obligé de jouer avec cette méta-là. Oui. Si tu veux profiter pleinement du cycle. Alors évidemment, je dis ça, mais vous pouvez très bien juste acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et très bien vous porter. Il y a vraiment aucun souci là-dessus. Je pense plus aux gens qui veulent dégène et essayer de rafler le maximum d'opportunités. Et parfois, on se rend compte que c'est pas forcément ça qu'il faut faire, mais en même temps, quand on est dans un environnement qui est un peu plus favorable, souvent c'est quelque chose qui paye aussi, tu vois. Donc enfin on l'a vu historiquement, on a eu quand même des énormes airdrops le cycle dernier et je pense que les gens se disent bah en fait genre le marché est haussier, le S&P fait de nouveaux ATH, on a le dollar qui s'affaiblit un peu, on peut peut-être avoir un pivot de la Fed, donc les gens vont prendre plus de risques et nous on est encore là en mode taux, parce que même si les instituts ils ont un ETF Bitcoin, bah ils vont pas venir jouer sur mon Layer 2, mon Layer 3 ou mon MADAP pour avoir mon airdrop, donc je pense que certains tentent leur chance, mais je comprends tout à fait ta perception de la chose et en vrai je la partage. Je pense que juste c'est toujours compliqué parce que je pense qu'il y a beaucoup de users qui se mettent pas à la place des projets et beaucoup de projets qui se mettent pas aussi assez à la place des users. Donc, de toute façon, c'est impossible de plaire à tout le monde, hein, quoi qu'on en dise. Mais je trouve que c'est assez intéressant et je suis content que tu sois revenu là-dessus parce que j'ai vu que ça a fait du bruit quand même sur Twitter et même ça a pas dû forcément être facile à gérer, quoi.